Allez, c'est parti, on va y aller. Donc on avait 38 équipes au départ. Vous avez tous été excellents. Mais on a été quand même obligé d'en sélectionner 6. Donc on va redonner la chance à 6 d'entre vous de repitcher avec les mêmes règles. Et le problème, c'est que vous ne savez pas, à ce moment précis, qui va descendre pour venir repitcher devant notre grand jury final. Donc, on va laisser dans un premier temps les membres de notre grand jury final se présenter rapidement. Et ce sont eux qui vont décider, dans un petit moment, qui vont être les 4 vainqueurs de ce premier Wake Up de l'IAE d'Aix-Marseille. Donc, notre premier membre du jury final, Christian Rey. Bonsoir à tous, donc je suis patron de Marseille Innovation, je suis un ancien de l'IAE, je suis au conseil d'administration de l'école, donc bien, bonsoir à tous, Romain Bassé, je représente le Crédit Agricole Alpes-Provence où je suis directeur adjoint des marchés entreprises et innovation. On s'occupe des entrepreneurs, qu'ils soient start-upers ou anciens start-upers, j'ai envie de dire. Voilà, je suis ravi d'être là, merci de m'accueillir. Et ancien IAE, évidemment. Bonsoir, on se connaît, on s'est déjà vu à la rentrée pour certains, aux rencontres de l'alternance. Donc, je suis Delphine Dumas et je m'occupe des relations entreprises à l'IAE et du service royal. Bonsoir, je n'ai jamais fait d'IAE. J'ai compris qu'il y avait une petite ambiance, mais il va falloir quand même nous convaincre. Hein. Soyez gentils. Je suis Didier Anfou et je m'occupe du réseau Inextinction sur la région Méditerranée. Et voilà, soyez très gentils. Bonsoir à tous. Donc, moi, comme mon collègue, je n'ai jamais fait l'IAE, mais je suis quand même d'Aix-Marseille Université. Voilà. Je suis vice-présidente en charge de l'orientation, de l'insertion professionnelle et dans l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, je m'occupe de directrice du pôle FEPI de PACA Ouest qui soutient l'événement organisé aujourd'hui et qui vous accueillera peut-être comme étudiant entrepreneur. Voilà. Merci. Donc, annonce de la première équipe qui a été retenue. Donc, la première équipe, c'est l'équipe 36 Mercal. Au bout de 5 minutes de présentation, donc l'équipe Mercal, venez nous rejoindre, vous allez commencer. Ensuite, 5 minutes.
logiquement, on va vous demander silence absolu pendant la présentation et les questions et réponses aux questions. Merci à tous. Bon, donc bonjour à tous. Je suis Théophile, Félix qui va aussi être là pour vous présenter notre idée de start-up qui est Meerkat. Meerkat et dont le but est d'impliquer les salariés dans les projets de mécénat de leur entreprise. Donc Meerkat, pour ceux qui savent, en anglais ça veut dire suricate. Ce sont des animaux qui vivent dans la savane et tout, mais individuellement ils sont pas très forts, mais collectivement en fait ils arrivent à faire des trucs géniaux et donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Donc on s'est aperçu en fait qu'il y avait un gros problème dans les entreprises, dans énormément d'entreprises, c'est qu'ils ont une volonté de faire du CSR parce que les jeunes sont de plus en plus demandants d'entreprises qui font du CSR, mais ils ont soit pas les moyens, soit ils essaient mais ils n'arrivent pas à communiquer auprès de leurs employés qu'ils font des trucs, et donc ça impacte l'image de l'entreprise. Donc on va régler ce problème. Donc notre offre, nous, start-up, qu'est-ce qu'on va offrir aux entreprises? C'est justement de transférer le pouvoir de décision à qui on va faire des dons, à quelle association on va donner aux employés. Donc une partie du budget de mécénat des entreprises sera reversée aux employés et les employés eux-mêmes pourront choisir à quelle association ils vont donner, quoi. Donc ça va donner une meilleure image de la compagnie, une meilleure communication RSE et donc plus de productivité employée, de profit et moins de turnover aussi puisqu'on va attirer les talents et les garder, quoi. C'est bien beau, mais comment ça marche? Donc ça va, en gros l'entreprise, le comité de direction décide de faire un don, et au lieu de le donner directement à l'association, elle l'envoie sur notre plateforme Meerkat. Nous de notre côté, on demande aux employés à quelles associations ils veulent donner, donc chacun à leur part, par exemple chacun donne 5 €, et ils peuvent décider donc de donner 5 € à la Croix-Rouge, un peu sur le cancer, des enfants en Afrique. Tout ça on prend en compte, et on envoie l'argent aux associations, on les dispatche. Voilà, donc notre business model, comment on va réaliser des profits, c'est justement sur les dons en fait, qui transitent par notre site. On va prendre 1,5% d'intérêt, de commission, quoi. Et la présence de toutes les associations sur notre site sera gratuite. Donc, elles auront toute une page avec un descriptif de ce qu'ils font, tout ça, forcément gratuitement. Donc on a étudié un peu le marché. En France, il y a 3,5 milliards de dons qui sont effectués par les entreprises chaque année. C'est une augmentation gigantesque. Il y a 2 ans, c'était 25% de moins. Les PME donnent, 23% des PME donnent. 47% des moyennes et grandes entreprises donnent aussi. Et parmi toutes ces personnes, 79 comptent garder ce budget ou même l'augmenter. C'est super comme marché. Donc nous, d'abord, on va cibler le sud-est de la France. Donc c'est quand même un marché du mécénat qui représente 600 millions d'euros par an. Donc les entreprises par exemple, ça pourrait améliorer l'image d'une boîte, comme par exemple Lidl qui a du mal à attirer des gens et à les retenir, donc l'image employeur. Et pour une estimation, donc, dans ce qu'on a ciblé, de 100 à 5000 employés des entreprises, on aurait à peu près 7500 entreprises dans la région sud-est et qui donnent en moyenne 80 000 € en dons. Le marché est conséquent. Donc deux estimations, rien qu'en prenant 1% de ces entreprises, donc 75 entreprises dans la région, et en considérant qu'elles ne donneraient que 20% de ce qu'elles donnent en dons général, on se ferait la première année un chiffre d'affaires de 20 000 €. Sachant qu'évidemment les coûts sont plus grands, c'est la première année, on doit développer la plateforme, faire un truc bien, qui rende bien, des beaux graphiques, communication, démarchage, aller au contact des entreprises, leur payer un petit resto pour les mettre à l'aise. Et il y a des frais, là c'est vraiment minime sur la première année, pour le système de paiement voilà, par lequel on va passer. Au moyen terme, donc la deuxième année, on essaierait
enfin, on pense qu'on peut tabler sur une augmentation du chiffre d'affaires de 150%, parce qu'on aura déjà une base de données, mais on va aussi encore démarcher d'autres entreprises, donc à peu près le double. Mais les entreprises qui étaient là déjà la première année nous font confiance et nous donneront plus. On avait ciblé d'abord 20% sur ce qu'ils donnent en don, 20% qu'ils pourraient nous offrir et donner à leurs employés, mais bon, avec la confiance, ils pourraient nous donner toujours plus, quoi. La troisième année, on essaierait de s'expérimenter sur Paris. La région sud-est donne 26% des dons en France, des dons qui sont donnés chaque année en France. La région parisienne, 23%. C'est terminé. 5 minutes. Voilà, c'est maintenant au jury de poser les questions. Vous avez un micro. Est-ce qu'on peut faire des dons en nature à la plateforme? Non, on ne peut pas. C'est que de l'argent. C'est que de l'argent qui Parce transite. que les entreprises, parfois, elles peuvent donner des services. Ils donnent de béton en nature. Ouais. C'est quoi la concurrence? On peut pas récupérer des tomates et les envoyer par internet, ça marche pas. Vous avez regardé un peu la Qui sont vos concurrents? J'ai pas compris quelque chose dans votre présentation, mais vous allez me l'expliquer certainement. Vous avez dit que c'était les employés qui pouvaient donner par la plateforme et la société. Alors, comment se partage le don là comment vous l'organisez le don? Donc, ce sont en fait les employés qui donnent l'argent de l'entreprise. L'entreprise donne 1 million et chaque employé donne un pourcentage. Donc ils sont 100 employés, ils donnent chacun un centime de ce million. Ils répartissent quoi. Voilà, c'est réparti, tous ont autant. Alors moi j'avais compris que l'équipe, c'était une équipe de Suricat, et j'en ai que 2 qui ont parlé. Pourquoi les autres n'ont-ils point émis un avis? Pardon, vas-y, je t'en prie. L'idée c'est finalement, je pense que 2 personnes c'est plus cohérent, 5 personnes ça peut peut-être faire un peu brouillon. Je pense qu'on a 2 personnes qui présentaient bien, on a décidé de leur donner la parole. La concurrence ça n'existe pas. Il n'y a personne qui fait ça sur le marché, et même au niveau rassemblement d'associations, parce qu'on peut aussi faire une base d'associations gigantesque. Il y a une entreprise qui fait ça, enfin une plateforme qui fait ça en France, qui s'appelle Akidonné, et c'est extrêmement mal foutu. Je suis allé sur le site, c'est super moche et des couleurs dégueulasses, donc c'est vraiment mieux. On est les seuls sur le marché. Je me sens pas convaincu. Non, on est les seuls sur le marché. Non, mais c'est pas grave. Comment vous imaginez le démarrer alors? Vous avez un déficit de premier exercice? Comment vous le démarrez? Vous cherchez des partenaires, des banquiers, des mécènes, des industriels? En termes de financement? Au démarrage. Oui. Au démarrage, on avait pensé déjà en apport des associés. Aujourd'hui on est 5, si chacun en apporte 3 000 €, on arrive à 15 000. C'est ça qu'on nous a montré en termes de la première année, on a 80 000 € de coûts. Donc sur ces 15 000, il en reste 65. On pense avoir des subventions étant donné qu'on pousse la RSE au sein des entreprises. Je ne sais pas si on a un chiffre, chiffrons-le, disons 15 000, il aurait 50 000 et ce serait le montant qu'on cherche en financement. Comment on le finance? Aussi bien par l'emprunt bancaire que... 15 000, on a prévu large parce qu'en général, c'est entre 20 000 et 40 000. Est-ce que vous imaginez d'internaliser une compétence technique pour développer le pilote? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est dans le dessous sur une idée. Donc il faut mettre un démonstrateur en ligne le plus vite possible, mais comme ça va coûter des sous, il vaut mieux internaliser les compétences. D'accord. Aujourd'hui, dans les grosses dépenses qu'on aurait sur la plateforme, c'est à 50 000 €. Je pense que dans tous nos contacts, on a toujours des amis développeurs, moi particulièrement un de mes meilleurs amis. Je pense qu'ils pourraient faire la plateforme sur comme un ami. J'ai aussi contacté une entreprise, donc c'est une PME de 80 personnes. J'ai proposé le projet à sa patronne et elle m'a dit qu'elle serait prête à nous faire confiance si jamais le projet se concrétisait. Déjà un client.
Alors, qui fait quoi dans cette boîte? Qui fait quoi là? C'est quoi les jeux de rôle? On est sur un petit abrèche, on est tous de l'IE, on a tous à peu près les mêmes compétences. On développe vers la finance, la stratégie plutôt. Un développement de projet. La RSE. Mais ce qui est sûr, c'est que si on était amené à développer l'entreprise, je pense qu'on change la métier, vous avez des compétences plus transverses. Une dernière question? La cible un peu affinée, plutôt PME du coup, c'est ça, si j'ai compris? Plutôt Au final ETI, mais du coup, les sujets de fondation d'entreprise, vous dites qu'il n'y a pas de concurrence. Bon, on était un peu sceptiques. Toutes les fondations d'entreprise, etc., qui ont leur raison d'être de la RSE, vous impliquez comment là-dedans? Comment est-ce que vous avez analysé les sujets des fondations d'entreprise qui sont aujourd'hui le cœur du support de la RSE? Et comment est-ce que vous êtes complémentaire dedans? On comptait justement cibler les entreprises de base, donc pas forcément les plus grandes parce qu'on ne débarque nulle part et pas d'influence, des plus petites et surtout des qui ont des moyens, par exemple des gens d'un service qui ont du pognon mais ils ne savent pas forcément comment l'utiliser efficacement. Donc c'est au début à ces entreprises-là qu'on s'adresse. Ils veulent donc faire du RSE, mais ils n'ont pas de service RSE, qui ne connaissent pas, voilà, ils ont peut-être un mec qui fait de la com, mais c'est tout. Donc c'est à eux qu'on s'adresse au début. Après, une fois qu'on commence à grandir, qu'on nous fait confiance, etc., on compte aussi s'attaquer à des entreprises plus grosses qui peuvent être très coûteuses au début. Qui ont des gros problèmes. On vous remercie pour cette réponse. Donc un premier projet très intéressant. Donc maintenant je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe 6 période. Équipe 6 période. Quoi qu'il en soit, c'est l'équipe période. Ah, normalement c'est pas bleu, le fond il est blanc, je sais pas. Ah voilà. C'est parti. Alors bonjour, nous sommes Juliette et Eva et voici Period. Alors Period, c'est une box menstruelle écologique. Alors, en fait, imaginez une boîte avec constituée de cartons recyclés et recyclables, livrés directement à domicile, directement chez vous, tous les 3 mois, reçus tous les 3 mois. Et dans laquelle une femme peut trouver tout ce dont elle a besoin comme protection hygiénique, donc pour ses règles, pendant 3 mois, donc des tampons, des serviettes ou même une cup, mais tout ça biodégradable. Donc on a imaginé cette box parce que tout simplement on s'est inspiré de nos histoires personnelles. Alors voilà, moi je suis une femme et j'achète des produits hygiéniques biologiques parce que j'ai envie d'avoir les meilleurs produits pour ma santé. Donc pas de chlore, pas de plastique et puis des matériaux naturels. Ensuite, entre le travail et les cours, j'ai pas forcément le temps de me déplacer et j'ai pas forcément de magasin bio à côté de chez moi.
Voilà, donc période, ce serait le moyen de recevoir mes produits directement chez moi. En plus, j'utilise la cup menstruelle, donc j'aimerais éviter de devoir me déplacer pour acheter des boîtes entières de tampons et de serviettes, alors que j'en utilise même pas le quart et qui restent stockés dans mes placards. Donc voilà le principe. Du coup, on est parti de son idée et de nos acquis à nous. On s'est dit, bon, notre cible, c'est une femme qui est jeune, elle est active, elle a l'habitude d'acheter des choses sur Internet et elle est sensible au développement durable et à toutes les problématiques que ça implique. Du coup, on a regardé un petit peu le marché bio et on s'est rendu compte que 7 Français sur 10 consomment aujourd'hui bio en France à peu près une fois par mois. Sur ces 7 sur 10, il y a 90% de femmes, dont 18% consomment du bio tous les jours. À ce moment-là, on s'est dit, ok, cette notre cible, elle est parfaite. C'est ça qu'il faut qu'on touche. Et on propose donc une box super simple, pratique. Vous choisissez le nombre de tampons que vous avez besoin, le nombre de serviettes, si vous voulez la cup ou pas. À ce moment-là, en fait, il y aurait un coût unitaire en fonction de ce que vous proposez, de ce que vous prenez, pardon. Et vous prenez ce que vous avez besoin, pas plus, avec un prix qui est adapté à vos besoins. Ça, tous les 3 mois, et vous le recevez chez vous. Voilà, donc vous recevez cette boîte qui contient le strict nécessaire. Donc on enlève le surplus girly, tout ça, on n'en veut pas. C'est-à-dire avec un coût du coup moindre. On ne veut pas de ce packaging girly parce que voilà, on constate en fait que tous ces parfums synthétiques, ces couleurs, en fait c'est pas ce dont on a vraiment besoin. Et en fait on n'est pas les seuls parce qu'on a fait un sondage sur internet et dans ce sondage réalisé, il y a plus de 300 femmes qui ont répondu. Normalement c'est des femmes. Et donc c'est plus de 300 femmes. Il y en a seulement 6 qui accordent une importance majeure au packaging lorsqu'elles achètent les produits hygiéniques. En revanche, donc à contrario, il y en a plus de 42% qui en premier lieu vont regarder plutôt la composition des produits. En parlant de composition, d'ailleurs, il faut qu'on en parle, hein, parce que personne n'est capable aujourd'hui de nous dire clairement ce qu'il y a dans un tampon ou une serviette. On s'est rendu compte en cherchant un peu que les grandes marques n'avaient pas l'obligation de dire ce qu'il y avait dedans. Donc on se retrouve avec du chlore, des pesticides, du polyester, des choses, des perturbateurs endocriniens, des choses qu'on n'a pas envie de mettre dans notre corps, hein, clairement. Et nous, on peut partir sur le coton biologique, 100% recyclable, 100% biodégradable. Voilà. On milite fortement là-dessus. Qu'il y en avait 8 millions entre 20 et 40 ans, c'est notre cible. Et bon, on est sur internet, le taux de transformation ne sera pas énorme au début, 1% à peu près. Ça nous fait 800 000 clients potentiels. Le marché de la box, c'est un truc qui est en plein essor. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Donc on cible à peu près 100 000 personnes sur le marché de la box pour la box écologique. Rapidement, par rapport à nos dépenses, voilà, en fait, nos dépenses, on aura 2 pôles. Le pôle production, qui représentera environ 30% de nos dépenses par rapport à notre chiffre d'affaires. Après le pôle marketing qui représentera 40% de nos dépenses par rapport à notre chiffre d'affaires. Ensuite on compte aussi 10% de frais annexes. Et dans tout ça on aimerait récolter 20% de marge. Avoir 20%. Pour finir, on n'est pas seulement une entreprise qui vend des tampons et des serviettes, on aimerait apporter un projet humanitaire à ça. Le projet il sera simple, une année, un projet, c'est pour aider les femmes à se développer dans le monde ou en France. Voilà. Alors, pourquoi le trimestre? Pourquoi le trimestre? En fait, pendant le week-end, on nous a beaucoup parlé et finalement, vu qu'on est une box écolo, on s'est dit tous les mois recevoir du carton tous les mois, même s'il est recyclable, et même avec tout le CO2 que ça implique la livraison, le trimestre c'est pas plus mal et au niveau des prix, ça arrange quand même aussi pas mal les femmes. C'était plus cohérent avec le projet en fait, donc avoir une boîte, le contenu pour 3 mois, plutôt que de... Puis écolo, comme vous savez. Juste pour l'info, sur Château-d'Anvers, chez nous, il y a une jeune femme qui développe une cup très innovante que vous devriez regarder.
On pourrait s'arranger. Vous n'avez pas parlé de prix. C'est quoi le prix et comment ça se positionne par rapport à une solution traditionnelle? D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché un peu des fournisseurs, parce qu'on ne produit pas nous les embouts. Donc on a cherché les fournisseurs, on a trouvé en particulier Natracker qui rentre vachement dans nos critères, dans le cahier des charges qui est assez précis. Donc du bio, pas de chlore, etc. Bon, ça, je pense que vous avez compris. Et vu qu'on n'a pas les prix en gros, pour l'instant, on a étudié sur le marché combien elles vendent aux clients tout en bas dans les points de vente normaux. On a divisé par le nombre de tampons qui sont dans une box. Et on a trouvé à peu près, en plus de notre survey qu'on a fait, que pour un mois, une femme ne dépensera pas plus de 10 €. Donc notre offre première, c'est un mois. Si vous ne voulez pas vous engager sur 3 mois, à moins de 10 € pour l'instant. Et pour les 3 mois, ça dépend de ce que vous mettez dedans, ça ne sera pas plus de 25. On s'est rendu compte en fait en faisant nos recherches qu'une femme en moyenne elle dépense 675 € par an en produits menstruels. Nous, avec notre formule, ça fait à peu près 54 € par mois. Du coup, nous, avec notre formule, on essaye de faire attention à ne pas payer trop cher. Vous distribuez uniquement en ligne? Uniquement en ligne. Vous avez par vos propres moyens, vous avez des partenariats avec des distributeurs? Pardon. Oui, ma question était, est-ce que vous distribuez uniquement en ligne par vos propres moyens ou est-ce que vous avez des partenariats avec des distributeurs et le cas échéant, est-ce qu'on peut même trouver votre boîte pour celles qui souhaitent continuer à se déplacer en GMS par exemple? Non, en fait, c'est uniquement en ligne et le but, c'est vraiment que ce soit extrêmement personnalisable. Donc, la femme qui va acheter ça, elle va remplir un questionnaire vraiment avec ses besoins et en fait, du coup, nous, on pourra produire que ce qu'elle a besoin. Donc, évidemment, moins de déchets, moins de production pour rien. Et donc, du coup, non, c'est uniquement en ligne et c'est nous qui en fait. Vous sentez bien qu'il y a plein de produits annexes qui pourraient être mis dans votre box? Oui, bien sûr, bah, ça, en fait, c'est les lentilles de contact. Dans la tête, la box, dans un an, 2 ans, c'est pas la même. Surtout avec toute la problématique de distribution dans des box automatiques qui vont s'installer partout en France. Donc, on voudrait rajouter peut-être des cotons 100% bio, des produits d'hygiène ou des lingettes qui existent. Tout ça, ça existe, mais on voulait partir sur un produit de base. Après, on peut l'étendre énormément. On a remarqué, on peut étendre le marché, on peut étendre la boîte. En fait, on a trouvé un trou dans la raquette. Et dans cette expression, voilà, à peu près, enfin si quand même. Et du coup, on voudrait exploiter. Une question sur le stock, parce que là, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs modèles. Comment vous allez faire pour gérer le stock nécessaire pour répondre à la demande? Oui, alors en fait, à la base, c'est tellement personnalisable que nous, après, on va recueillir une base de données. Donc c'est vrai qu'au début, on va... Bon, alors, en fait, on travaille avec une marque qui produit déjà ces tampons. Nous, on va les acheter à cette marque. Et nous, on voudrait les acheter en vrac. On ne veut plus de carton, de conditionnement, de boîte, etc. Ensuite, nous, les clientes, elles répondront à un questionnaire avec leurs besoins. Donc évidemment, elles vont changer si elles voient que ça évolue, etc. Et ensuite, nous, cette base de données, on la garde. Donc ensuite, pour gérer les stocks, c'est super parce qu'elles rentrent leurs données et nous, on sait ce que notre cliente a besoin à l'avance. Si on garde, mais on les garde. Moi, je trouvais que les coûts de logistique sont extrêmement importants par rapport à un prix de vente d'une box relativement faible. Mais c'était pas une question en fait. A priori, c'est vrai. qui va concourir pour le prix spécial du jury sur la justice sociale. Donc, première équipe sur la justice sociale, on appelle Fair House. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais commencer par vous poser une petite question. Lesquels d'entre vous ont déjà ou sont actuellement sans abri?
Je pense aucun. Pour ma part, je l'ai déjà été. Pas vraiment en fait, je suis né dans un bidonville, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les questions de logement, de précarité et de pauvreté sont assez importantes pour moi. Il faut savoir que pour aider quelqu'un qui est sans abri ou qui n'a pas d'argent, il y a deux types de manières pour l'aider. On peut l'aider de manière juste lui donner de l'argent, ou alors lui donner un logement. Mais nous, par contre, on s'est dit, on peut faire les deux. Pourquoi pas lui donner un logement et de l'argent? C'est pour ça que notre projet, qui s'appelle Fair House, c'est-à-dire en fait, Fair House, c'est des tiny houses qui sont construits par des SDF pour des SDF. Pourquoi ça marche pas? Des petites tiny houses qui sont construites par des SDF pour des SDF. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une tiny house? Bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une tiny house, c'est une petite maison qui fait maximum 4 mètres de long sur 2,5 mètres de large. Voilà, comme ça exactement, qui peut être sur une remorque ou pas forcément. La différence avec une petite cabane, c'est qu'en fait c'est hyper bien isolé, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Et par contre, le confort est vraiment sommaire, c'est vraiment le basique. En l'occurrence, notre produit, il serait de 10 mètres carrés au sol, 4 sur 2,5, et 5 mètres de mezzanine, 5 mètres carrés de mezzanine pour le lit. On le vendrait à 15 000 €, donc équipement compris, frigo, kitchenette, etc. Avec des matériaux recyclés ou récupérés, fabriqués par des SDF. Donc en somme, on est une entreprise responsable et solidaire, et sociale et solidaire. Alors on va se mettre dans la peau de nos clients. Les clients, c'est les institutions, les collectivités territoriales, locales, les municipalités et aussi les bailleurs sociaux. Il faut savoir aussi que 20% du budget d'une municipalité pour le logement doit être utilisé pour les logements sociaux. Alors ils ont deux possibilités pour, par exemple, loger 30 personnes, soit l'entreprise des BTP, soit nous. Un immeuble pour 30 personnes, c'est entre 1 et 1,5 million d'euros. Il n'y a pas de bénéfice moral et les locataires doivent payer un loyer régulier, donc ils doivent avoir des ressources, c'est HLM. Nous, 450 000 € pour le même nombre de personnes. Il y a un vrai bénéfice moral parce que c'est créé par des SDF. Les utilisateurs n'ont pas de ressources financières, mais parce que la commune peut choisir de faire un logement subventionné, c'est-à-dire que les personnes ne payent pas. Ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est qu'il y a encore 141 000 SDF en France, et c'est 50% de plus que 2011, donc malheureusement, c'est en augmentation. Et il faut savoir toujours que 20% du budget des municipalités doivent être pour les logements sociaux. Comme le disait le président de l'Association des maires de France, l'accès au logement, c'est vraiment un axe principal de travail au niveau des politiques territoriales. C'est d'ailleurs 68% du temps de débat qu'il y a en fait lors de cette association entre les maires. Si on prend l'exemple par exemple d'un bailleur social, 13 Habitat, qui est dans le 13e, qui a un budget de 140 millions d'euros par an, on imagine qu'ils nous donnent 0,5% de leur budget pour nos tiny houses, c'est 700 000 €, soit 46 tiny houses après tout le temps. Voilà. Donc juste pour un bailleur, ça donne un peu l'idée du marché qu'il peut y avoir. Le bénéfice pour le SDF, en fait, principalement, c'est de bénéficier d'un toit et d'un habitat qui est isolé pour avoir chaud, il est en sécurité, et c'est aussi la première étape importante et inaliénable pour une réinsertion sociale. Et selon la commune, il peut y avoir une domiciliation pour le compte bancaire ou la poste, même si on sait qu'il y a des banques qui ouvrent sans domiciliation maintenant, et il peut y avoir un loyer faible ou inexistant selon la commune. Voilà, notre marché, nous, on se situe sur le marché RSE écologique. Par contre, il existe aussi le marché des particuliers, et on voit qu'il y a pas mal de concurrents différents dessus. On va essayer de travailler beaucoup avec des associations caritatives, les Restos du Cœur, Emmaüs, toutes les associations caritatives qu'on peut trouver, en fait. Se développer grâce aux réseaux sociaux et une équipe commerciale performante d'un commercial, nous en l'occurrence, et un SDF, sur notre site web également. Et donc en fait, on va construire et vendre pour nos partenaires, les collectivités locales territoriales, les bailleurs sociaux. Alors, donc du coup, en fait, on va proposer une valeur de réinsertion du SDF par le logement et par l'emploi. Donc c'est une politique réellement RSE pour notre entreprise. Et les revenus qu'on va pouvoir atteindre sont de vente et crowdfunding, aide et mécénat. Voilà, en gros, la maison nous coûte 10 000 € à construire toute cette entreprise. Donc à court terme, on reste sur ce marché. À long terme, on va sur les particuliers, sur la vente et les séjours touristiques. Voilà, là c'est une petite slide qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Si vous avez des questions plus tard, on va pouvoir y revenir dessus. Voilà, l'équipe Tiny House. Donc,
la maison, ok, le logement, ok, et vous l'installez où? Alors en fait, donc... Alors, en fait, au départ, on avait pensé que les communes et collectivités puissent nous fournir un terrain pour qu'on puisse placer ces tiny houses, ou sinon essayer de voir avec eux si on peut trouver un terrain pour les placer ou pouvoir les mettre quelque part. C'était un peu la question. En fait, réellement, c'est vraiment à la discrétion de la commune en fait, qui va choisir s'il y a des emplacements qui sont viables pour pouvoir mettre les tiny houses qu'on aura construites en fait. Quels sont les raccordements prévus, EDF, évacuation d'eau? Alors encore une fois, c'est justement la commune, si elle a un terrain qui est viable, qui est viabilisé, il va y avoir des raccords eau, etc. Voilà, c'est vraiment après, on va travailler avec la commune pour faire en sorte de trouver des terrains qui sont adaptés. Moi, si j'ai bien compris, vous faites de manière un peu différente ce que fait Emmaüs. Puisqu'Emmaüs, il offre un toit à des gens qui n'en ont pas, il propose de la réinsertion. C'est pour ça qu'on parle vraiment de partenariat avec eux en fait. C'est dans ce cas-là, c'est différent certes, mais on a besoin de partenariat avec eux. Et pour les emplois aussi, excusez-moi. J'ai une question assez simple. Vous êtes une assoce en fait? Alors non, au niveau du statut, on peut être une entreprise ou alors une entreprise d'économie mixte. Ça peut être ça aussi, essayer de négocier 50%, 50%, 60, 40, etc. avec un bailleur. Ou... Est-ce que vous avez vocation à être rentable? Oui. Alors, si on peut revenir... si on peut juste revenir sur le business model, parce que on a dû passer un peu vite, j'ai pas... Alors en fait, en matière première, on a besoin de 6005 € de matières premières. Donc il y a beaucoup de matières premières, on a dû les lister. Ensuite, si on met toutes les charges comprises sur une seule maison, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un employé formé, il met 100 heures de travail pour faire une tiny house. Par contre, il n'est pas formé 500. Mais bon, on arrive à un moment donné à avoir des SDF qui seront formés. J'ai compris. Donc vous vendez en fait aux Colpub, aux organismes de logement social, et quand je parle de collectivités publiques, aux organismes de logements sociaux, et pour le récurrent, vous comptez sur eux en fait. Vous vendez votre tiny house et ça s'arrête là. Voilà, exactement. Donc le vrai sujet, c'est quand même de fabriquer des produits de qualité, aux normes, parce que les gens, ils vont quand même, les collectivités vont vous acheter des choses qui doivent être conformes à un certain nombre de réglementations, même si dans ce pays il y en a trop. Donc il faut des gens qui soient en capacité de faire des choses propres. Vous les sortez dans la rue avec peut-être aucune formation, donc il faut leur apprendre. Donc il y a toute une notion de formation qui prend du temps. Qui encadre tout ça? Vous, des professionnels, comment vous le voyez? Alors tout à fait, en fait, c'est pour ça qu'on parle de partenariat avec les associations caritatives. On n'a pas forcément noté aussi les associations normales qui peuvent avoir des personnes qui sont déjà formées et qui sont formateurs, dans ce domaine-là, et qui peuvent aussi avoir une acquaintance avec la formation pour les personnes en réinsertion. Et c'est pour ça que les partenariats avec les associations seront très importantes. Pour être formé par eux, oui. Au niveau de la concurrence, vous n'avez aucun concurrent dans ce type de... Sur le social complètement? Sur le social. Alors, parce que... Voilà. Alors, au niveau des marchés des particuliers, oui, il y a pas mal de constructeurs différents, sauf que eux n'engagent pas les SDF pour construire les maisons. C'est eux-mêmes ou des employés, comme on dirait, plus classiques en fait, qui vont construire les maisons. Alors que nous, on va voir les SDF et on est vraiment le seul en France à proposer ça. On sera le seul à proposer ça. Vous avez eu le temps de regarder ce que ça veut dire un SDF pendant les 2 jours? En gros, c'est quoi? C'est quoi un SDF? C'est quoi le produit SDF entre guillemets? C'est pas le bon mot. Mais... Comment on analyse? Il y a ceux qui ont envie, qui n'ont pas envie, qui sont formés, pas formés, des hommes, des femmes, quel âge? Oui, justement, en fait, c'est là où on va encore compter sur les associations caritatives ou les associations comme Emmaüs ou le Resto du Cœur, qui eux sont en contact tous les jours de ces personnes sans abri, qui les connaissent et qui pourront travailler avec nous pour nous aider à sélectionner ou en tout cas trouver les SDF qui pourraient correspondre à une personne motivée, qui pourrait avoir un potentiel d'apprentissage et voilà, qui serait intéressante pour l'entreprise et pour lui-même aussi.
Merci, fallait expliquer à personne. Bonjour, je m'appelle Julien, mais je m'appelle aussi Camille, Mathilde, Romain, Thomas. Cette année, j'ai servi 393 cafés, assisté à 82 réunions sans pouvoir dire un mot, fait 12 393 photocopies et passé 212 heures à chercher ce stage. Je suis les 1 500 000 étudiants qui partent en stage chaque année. Voilà, donc partant de ce constat et pour résoudre ce problème, on a créé un réseau social d'étudiants pour révolutionner la recherche de stages et d'alternance, The Place to Be. Donc avec Tara de son vrai nom, Clotilde, Justine et moi-même, Sophia, on a créé donc un site internet et une application basée sur 3 piliers fondamentaux pour nous. C'est-à-dire une communauté qui s'entraide avec de grosses valeurs éthiques. Le site internet se présente donc comme cela. Sachant que le principal objectif, c'est en fait lorsqu'un étudiant quitte son poste en entreprise, qu'il s'agit d'un stage ou d'une alternance, et la possibilité de l'annoncer sur le réseau pour que des étudiants éventuellement intéressés par le fait de reprendre ce poste en soient informés et puissent tenter leur chance. Donc, stagiaire, assistant chef de produit chez L'Oréal, bac plus simple, spécialisation marketing. J'ai contribué au développement de la gamme produit et réalisé des veilles concurrentielles et une recherche à remplaçant. Voilà, donc pour avoir accès à toutes ces annonces, il faut bien évidemment se créer un profil d'abord sur notre site. De manière traditionnelle, on demande d'avoir les formations, les expériences, mais aussi les qualités, les langues parlées par toute la personne, par l'étudiant. Seulement, ce qu'on propose en plus, c'est de faire ressortir sa personnalité. Le but étant de lutter contre la standardisation qui est imposée par notre principal concurrent, LinkedIn, mais aussi par le modèle des CV, des lettres de motivation, qui sont malheureusement très formatées. Le but étant de permettre à un étudiant qui ne peut pas forcément briller de par une école prestigieuse ou des gros noms sur son CV, de montrer ce qu'il a apporté à l'entreprise avant l'entretien de motivation. Ça va passer par exemple par la possibilité de charger des CV vidéo, mais aussi tout simplement de choisir la typographie ou la couleur de son profil sur le site internet. Voilà, le but étant vraiment de montrer qui on est, et la personnalité, ce qu'on peut apporter à l'entreprise avant d'être face à un recruteur. On a également réalisé un petit sondage et on s'est rendu compte que 81% des étudiants interrogés avaient déjà eu des missions de stage différentes de celles prévues sur le papier. Donc pour lutter contre ce qu'on appelle le syndrome du stage photocopieuse, on propose aux étudiants qui quittent une entreprise de poster un retour sur expérience, de manière anonyme bien sûr et modérée par nous-mêmes. Le but étant qu'un étudiant qui est prêt à accepter un stage dans telle ou telle entreprise se rende compte de la réalité de la vie en entreprise vue par un stagiaire précédent. On propose également des vidéos métiers pour se rendre compte de la réalité du terrain, de certains emplois qui sont malheureusement impossibles. Le but étant de pouvoir passer par exemple 48 heures dans la peau d'un contrôleur de gestion tout en restant devant son ordinateur. Au niveau de la cible, on s'intéresse donc bien sûr aux étudiants en études supérieures qui sont à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Mais ça va du BTS cuisine au master en audit. On vise également les écoles et les entreprises qui sont notre source de revenus, on va y venir dans un instant. Donc, pour le plan de financement, d'abord, en termes de besoins, on va être obligé de faire appel à des développeurs pour créer notre site internet et notre application mobile, également un hébergeur pour le site web. Et on a également prévu de créer les vidéos métiers en interne pour qu'elles soient toutes sur le même format. On va donc devoir faire appel à un monteur cadreur pour toute cette partie-là. Comme on est dans une optique de minimisation des coûts, on va commencer par travailler dans des locaux de coworking et faire appel à des professionnels en freelance ou alors auto-entrepreneurs.
Pour ce qui est des revenus maintenant, la plupart des écoles et universités disposent déjà d'un réseau alumni et parfois même d'une plateforme proposant des offres de stage. Cependant, c'est assez peu efficace, assez peu utilisé et extrêmement chronophage pour l'administration. On propose donc aux écoles d'aider leurs étudiants à trouver des stages vraiment intéressants, qui vont vraiment leur apporter quelque chose sur leur CV avec de réelles compétences développées. Donc moyennant un abonnement mensuel qui est fixé en fonction du type d'école, privée, publique, et également en fonction du nombre d'étudiants qui les accueillent, on propose aux étudiants d'accéder à ce réseau national d'étudiants français. Pour ce qui est des entreprises, lorsque quelqu'un quitte son poste en entreprise, les étudiants dont le profil correspond parfaitement aux attentes de l'entreprise, ça peut être en termes de formation, en termes de compétences demandées, de maîtrise d'un outil informatique, ils doivent montrer leur intérêt pour ce stage ou cette alternance. On communique ensuite à l'entreprise le nombre de profils potentiellement intéressés par ce poste et l'entreprise paye pour avoir accès à ces profils. On évite donc toute la tâche des ressources humaines de trier le nombre après d'entretien d'embauche. De plus, les entreprises pourront payer pour voir les avis laissés sur elles par le stagiaire parce qu'on pense que c'est quand même quelque chose de très important et une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable. À plus long terme, une fois que notre site aura généré plus de trafic, on voudrait également faire appel à de la publicité pour générer plus de revenus et pouvoir aller démarcher plus d'écoles. C'est terminé. Merci pour cette présentation très claire. Comment vous démarquez des autres concurrents que vous avez sur le marché dans le même site et d'autres sites qui font ça? Il n'y a pas vraiment de site qui propose vraiment que pour les étudiants. C'est qu'il existe LinkedIn, mais pour nous, LinkedIn, c'est bien quand on est déjà diplômé. C'est vrai qu'au niveau des recherches de stage, c'est pas toujours très clair. Même le site en ligne n'est pas très clair. Après, il existe Indeed, l'étudiant, mais on veut rester complémentaire de ces sites-là. Mais le côté avis sur entreprise et le côté aussi où on propose son offre de stage, il y a quand même quelque chose. C'est une sorte de communauté en fait, c'est vraiment extrêmement communautaire, c'est volontaire entre les étudiants. Justement, il existe Glassdoor qui fait ce type. Donc voilà, on poste un avis sur une entreprise, mais on n'a pas de réel. C'est vraiment pour le stagiaire qui, après un stage, si il y a des missions qui n'ont pas été conformes ou qui n'ont pas été ce que ça devait être, il existe déjà des réseaux pour les CV, le MEDEF en a plein, enfin il y a plein de réseaux. Par contre, les avis effectivement n'existent pas. Donc, comme je n'ai pas souvent des questions, mais des avis, vous avez pu le remarquer, j'ai pas compris votre business model. Notre business model? Oui, comment vous allez faire quelle est la contribution que vous allez demander à un étudiant à l'entreprise? Alors l'étudiant ne paiera jamais, parce qu'un étudiant n'est jamais prêt à payer pour ce genre de service. En revanche, on va aller démarcher les écoles et c'est les écoles qui vont nous payer des abonnements mensuels en fait pour que leurs étudiants aient accès à cette plateforme. Et également les entreprises pour avoir justement accès au profil des étudiants et aux avis qu'ont laissé les stagiaires sur notre site. Alors pour moi, il y a peut-être aussi un concurrent majeur, c'est Facebook. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, vous avez touché quelque chose d'intéressant là, hein. Les avis et le fait de se parler entre étudiants sur les stages, je pense que ça c'est vraiment, ça a beaucoup de sens. Et il me semble que vous le faites déjà sur Facebook. Oui, après Facebook ça reste souvent dans son école. Enfin, par exemple, à Lyon on a un groupe, on peut poster son annonce, mais ça reste que des gens, là on propose vraiment de voir par exemple ce que fait quelqu'un à Cage, à TBS, donc c'est ça aussi l'intérêt. C'est pas juste d'avoir les offres de son entreprise. Pourquoi vous avez externalisé des offres qui étaient à l'IAE vers d'autres écoles? Juste pour rajouter quelque chose, c'est éphémère. Du coup, après cette expérience, on a trouvé que là, l'intérêt, c'est que ça reste une plateforme. Donc l'entreprise peut mettre des offres de stage sur votre... C'est pas Absolument pas. Donc vous le code, il n'y a pas de parallélisme. On ne peut pas postuler sur notre plateforme. Pourquoi? Parce que après, ça peut compliqué, ça voudrait dire qu'on fait rentrer justement les entreprises sur notre plateforme. Dans ces cas-là, on rentre dans un système éventuellement payant pour les entreprises, mais ça veut dire que dans ces cas-là, il y a une espèce de parti pris pour les entreprises et on n'est plus du tout dans cette éthique de communauté et de transparence. Voilà, exactement.
Mais alors, qu'est-ce qui toucherait une entreprise à prendre un étudiant qui a proposé la place à un autre étudiant? L'entreprise, elle fait un choix. Parmi les étudiants stagiaires, il y a beaucoup de candidatures. Qu'est-ce qui fait que le système marcherait? Parce qu'un étudiant dit à un autre étudiant, voilà, je quitte mon stage, peut-être qu'il y a une possibilité pour que tu viennes te prendre. Qu'est-ce qui ferait que l'entreprise soit plus motivée à prendre cet étudiant-là qu'un autre? Parce qu'en gros, on a parlé avec des DRH qui nous ont dit qu'ils recevaient des milliards de CV souvent qui n'avaient aucun rapport avec l'offre. Et sur notre site, du coup, grâce à une intelligence artificielle, on va réussir à faire matcher les gens qui sont intéressés avec l'offre. Et donc, on va avoir une présélection, et donc on va leur dire ça, en fait, Mais alors l'offre, elle est où l'offre? L'offre par rapport aux entreprises. Oui, par rapport à nous, l'offre de l'entreprise. En fait, on a une sorte de tri, en fait. L'étudiant, quand il quitte son stage, il va mettre une annonce sur la plateforme en disant « je quitte mon stage », il me cherche un remplaçant. Et là, à partir de ce moment-là, à partir d'une intelligence artificielle, seules les personnes qui répondent aux critères de cette offre peuvent être intéressées par l'offre et cliquer sur la case. Et à partir de ce moment-là, on a une base de données avec une cinquantaine de CV qu'on peut éventuellement vendre à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait un pré-tri en amont des CV des étudiants qui sont sur notre plateforme, et c'est l'entreprise qui paye une sorte de forfait, en fait, c'est 60 centimes par étudiant, par profil, et il paye ces profils-là. Et en quoi est-ce que c'est engageant pour les entreprises si c'est l'étudiant qui rédige son offre de stage? Vous n'avez pas peur qu'il y ait comme un décalage entre non seulement l'existence de l'offre et ce qui est proposé par l'étudiant et la réalité de la description par rapport aux attentes de l'entreprise? Non, mais après, quand on est en stage, on va demander forcément des missions claires et des tâches. C'est ce qui sera sur la plateforme. C'est pas l'étudiant qui va. Et puis il y a un lien vers la vraie page où il y a la plateforme sur laquelle il y a l'offre de stage. Ah d'accord, il y a toujours un lien avec des offres. Oui. Vous avez parlé de CV vidéo. Est-ce que vous avez une idée du coût des CV vidéo à faire pour chaque étudiant? C'est pas nous qui le ferons. Non, mais il faudra bien que vous payiez le prestataire. Si vous mettez des CV vidéo sur votre plateforme, vous mettez des CV vidéo ou pas? On les dépose. C'est l'étudiant qui le payera de sa poche. Alors, il y a des structures, des grosses structures qui le font à titre gratuit pour les étudiants. Comment vous allez fonctionner? Après, nous, les CV vidéo, c'est juste pour l'étudiant, en fait. Il se filme devant sa webcam, il fait filmer son montage, il met son CV vidéo, ce qui se fait beaucoup maintenant. C'est gratuit pour l'étudiant de déposer. C'est juste une façon de personnaliser son profil, parce qu'en fait, on a juste du mal à montrer sa personnalité. Juste sur un CV, quand c'est un CV papier qu'on envoie comme ça, là il y a moyen de mettre des photos, de changer les couleurs, de photographier, de mettre un CV. C'est une façon de personnaliser sa candidature. Terminé. Donc c'était l'équipe Place to Be. Donc il nous reste encore 2 équipes, donc il y en a quelques-uns encore dans cette salle qui ont la chance, qui vont avoir la chance, qui sont toujours finalement dans la compétition. Donc, la prochaine équipe à venir pitcher devant le grand jury, nous appelons l'équipe... Ah, vous êtes tendus quand même. Là, vous y croyez tous. Alors, c'est l'équipe à la bonne heure. Comme il y a un phénomène d'apprentissage, on a la présentation avant qu'il décide. Donc du coup, aujourd'hui, avec Loïc, Agathe, Marion, Fanny et moi-même, nous allons vous présenter un distributeur de bonne humeur.
qui s'appelle À la bonne heure. Alors on est parti du principe que le matin, on est un peu tous super fatigués. Et donc on préfère dormir 10 minutes de plus que se prendre un méga petit-déj. Donc du coup on a décidé d'allier les deux choses. Donc en fait le temps qu'on passe dans le transport en commun, et notamment le tramway, donc qui est de l'ordre de 10-30 minutes, et de prendre un petit déjeuner. Donc notre cible ça va être l'étudiant, comme vous et moi, et aussi les actifs. Donc les gens qui vont se déplacer et aller à leur travail. Donc voilà en gros à quoi ça pourrait ressembler. Donc il y a plusieurs avantages. Déjà la proposition de valeur pour le consommateur, donc pour vous, ça va être déjà un gain de temps parce que vous allez pouvoir prendre un petit déj pendant votre transport, ce que vous n'auriez peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu cette machine. Ça va vous avoir un apport énergétique. Il ne faut pas oublier que le petit déjeuner c'est le repas plus important de la journée. Et ça va être très accessible parce que ça va être du sans contact. Pas besoin de chercher ses pièces, vous avez votre carte bleue, votre téléphone ou même votre carte d'abonnement de transport, visiter, café, petit-déj. Voilà. L'avantage concurrentiel qu'on va avoir, c'est que c'est un marché qui est tout nouveau, qui n'existe pas. Les distributeurs au sein des rames, ça n'existe pas, et même aux arrêts de tram, il n'y a même pas de distributeur, contrairement au métro. Donc ça va nous permettre d'avoir un réel avantage concurrentiel sur les machines qui existent déjà, comme Selecta par exemple. Et la grosse innovation, c'est la machine, qui va être totalement nouvelle, cylindrique, qui va permettre de favoriser donc, le déplacement dans la rame et de ne pas gêner les consommateurs qui veulent aller chercher le café. Notre offre, elle va quand même se différencier des distributeurs qui existent déjà. Ça va pas être des coca, des sodas, des Kit Kat, ça va être quelque chose d'équilibré. Café, thé, jus d'orange et 3 encas qui sont bons pour la santé. Voilà. Donc comment ça marche notre business model? Nous, l'entreprise à la bonne heure, on va faire appel à des ingénieurs pour créer la machine, toute nouvelle. Ensuite, on va démarcher les compagnies de transport, donc on va commencer par Lyon avec la PCL, pour louer l'emplacement dans les rames et mettre en place la machine, en échange d'un loyer trimestriel. Pour eux, ça va être un avantage, ça va être une image de modernité, un service client de meilleure qualité, et ça va leur amener une très bonne image. Ils vont aussi récupérer de l'argent tous les trimestres, donc ça va être bien pour eux. Et nous, on va se rémunérer grâce à la vente des produits et la vente d'espaces publicitaires sur les machines. Au niveau de la com, ça va être basé vachement sur le digital, donc comme ce qu'est aujourd'hui, et aussi dans les rames, donc avec des affichages au sol, sur les vitres, et des messages de bonne humeur. Alors maintenant, on va parler un petit peu des coûts, hein, bien sûr. Donc au niveau des dépenses, il va falloir dans un premier temps vraiment construire cette machine, parce qu'elle n'existe pas. Donc du coup, on a un petit peu parlé avec des ingénieurs, donc ça va être possible d'être mis en place à partir de 3 mois pour le faire. Ensuite, donc, il y a toutes les matières premières, la campagne de communication, la location, qu'on va aussi, on a fait une approximation, mais on va pouvoir négocier, qu'on va démarcher auprès du tramway lyonnais. Et ensuite, donc, tout ce qui est prélèvement bancaire. Après, au niveau des recettes, on va vendre des produits. Alors, on s'est basé sur un chiffre qui est 300 000 personnes par jour qui empruntent le tram lyonnais. Donc, on s'est dit, dans un premier temps, on va cibler 5% de ces 300 000, pardon. Et en fait, on se rend compte qu'avec un plan de financement qu'on a élaboré, on serait quand même rentable au début. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, après, pour la suite, donc, notre vision future, ce serait de se développer dans d'autres villes. On ne va pas penser forcément aux très très grosses villes parce que ça ne va pas être rentable pour nous si on ne veut pas se déplacer dans le tram. Donc, on n'aura pas accès à la machine, donc plutôt des villes de province. Rester dans le tram ou peut-être aller dans d'autres moyens de transport et aussi prendre une part du marché des leaders pour en fait leur faire un petit signe pour dire qu'on est présent sur un marché, qu'on a des parts de marché qu'eux n'ont pas et pouvoir essayer de les rajouter par la suite pour travailler en collaboration avec eux et pouvoir utiliser leurs moyens logistiques, leurs moyens d'innovation et pouvoir au fur et à mesure augmenter les capacités de machine et avoir un bon business. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Une question. Comment avez-vous prévu le réassort de vos machines? De quoi? Le réassort. Alors en fait, on a des capteurs, dès que c'est une nouvelle machine, on fait des
voir au niveau des stocks. Et donc on a décidé sur notre plan de financement en fait d'avoir 15 techniciens qui permettraient le réapprovisionnement. Alors on a forcément des terminus au niveau des lignes, donc on essaiera de les réapprovisionner et dans les heures de pointe par exemple, essayer peut-être de mettre ce qui manque au milieu en fait de... Pourquoi vous voulez le mettre dans les rames? Pourquoi vous voulez pas juste le mettre dans les... À l'extérieur? Dans les stations où on s'arrête? Non, parce que c'est un petit truc innovant. Parce que... C'est quand même le but, en fait, vous perdez votre temps en soi dans les transports, donc vous êtes là à rien faire. Alors que voilà, vous avez le temps d'aller à la machine à café. Donc globalement, il faut savoir se servir d'une seule main, on est d'accord? C'est de là qu'on se tient. L'ergonomie, tout à fait compliquée. Et très concrètement, c'est combien de trams? Une machine par tram, une machine par voiture, et combien je paye mon petit-déj? Non, alors techniquement, il y a environ 90 grammes de tram dans Lyon, notre principale base. J'ai bien compris le tropisme lyonnais, oui. On est parti sur Lyon, je suis partie, c'était un peu compliqué de base. Et donc on voulait mettre à peu près 2 machines par rame, donc ça fait environ 180 machines. Non, pas. Et au niveau des prix, ce serait 1 € à la boisson, donc notamment le café, parce que c'est du café de qualité. Et à 50 l'encart. Donc on aurait des choix limités pour permettre d'avoir un approvisionnement suffisant dans les machines pour obtenir une certaine... 3 boissons, 3 encarts. Bon, alors je vais poser une question provocante. En fait, je comprends que c'est un distributeur de café et de boissons dans les rames, et si c'était simple, pourquoi les leaders l'ont pas déjà fait? Ils n'ont pas encore une autre idée. Vous estimez le coût du petit déjeuner à 2,50 € en gros, c'est ça? Et est-ce que vous avez estimé le coût d'un petit déjeuner pris à la maison? Pour voir la différence. En fait, la cible, c'est des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Ils vont se retrouver à faire 30 minutes de trappe avec la machine devant eux et puis au final, ils vont le faire et ce sera meilleur pour eux. Et est-ce que vous avez estimé le nombre de personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner ou qui ne boivent pas un café ou un thé avant de chez eux? Justement, ces personnes-là, on va les convaincre de prendre un petit déjeuner parce que justement, c'est le repas le plus important de la journée. Non, on n'a pas eu Non, c'est pas sur notre propre expérience comme on est. On n'est pas le petit matin, vous n'avez pas le temps et vous ne pouvez pas le prendre forcément le temps. C'est un concept à boire et déposer. Voilà. C'est vrai que dans le entourage, on a pu constater, moi, par exemple, dans les amis, que beaucoup ne prenaient pas le petit déjeuner le matin. Le temps moyen pour se faire servir sur une machine, c'est quoi? 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes? C'est une machine classique. C'est une machine classique. Après, vu qu'elle est innovante et toute nouvelle... Non mais quand je suis dans le TGV entre Marseille et Paris, je vais chercher mon café, ça existe, mais j'ai du temps. Là, Mais le trajet moyen d'une personne qui prend le tram, c'est entre 15 et 30 minutes. Okay. Donc entre 15 et 30 minutes, je pense qu'on a le temps de pouvoir boire un café. Et à la limite, on peut le prendre et sortir du tram en finissant son trajet en hiver. Donc au final, s'ils en ont envie et que la machine est accessible, il n'y a pas vraiment de contraintes en fait. Je n'y ai pas. Donc, on reste devant la machine quoi, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, comme une machine classique. C'est très rapide, c'est comme une machine classique. Ça passe le temps dans les transports, ça fait passer le temps dans les transports. Non, mais, donc ça fait 2 clients à la minute sur un trajet de 20 minutes, ça fait du 40 possible. Et après, ça on verra avec les ingénieurs aussi. Ah, je suis ingénieur, pardon. On verra avec vous justement. Ouais, voilà. Et le coût de cette machine innovante n'existe pas? Oui. Oui, 50 000 €, c'est 50 000 € pour la création de l'idée, le prototype. Et après, ce sera 10 000 € par machine. Oui. Donc au total, entre la création et les... Excusez-moi. Vous les faites fabriquer et elles vous appartiennent les machines, vous les louez? Non, on les fabrique nous, elles nous appartiennent. Et donc l'amortissement, ça fait en combien de temps? C'est pas le comptable qui a posé la question.
De vérifier notre verre, de ne pas accepter un verre d'un inconnu, et pourtant un accident est si vite arrivé. Le GHB et autres drogues du viol sont des anesthésiants. Les agresseurs font ça surtout pour violer leurs victimes. Ne croyez pas que ça concerne que les femmes, il y a quand même 1 personne sur 10 qui est un homme. Mais ça ne concerne pas uniquement le viol, ça concerne également le vol et les agressions physiques. En 2013, 600 cas de soumission chimique ont été avérés. C'est un cas qui paraît bien peu. Et pourtant, entre les personnes qui ne s'en rendent pas compte, celles qui ne s'en souviennent pas, et même celles qui n'osent pas en parler, la réalité est bien plus tragique. En plus de ça, la drogue dite du violeur reste entre 6 et 10 heures dans l'organisme de l'individu. C'est-à-dire que quand on s'en rend compte, en général, il est trop tard pour être dépisté. On a voulu faire une enquête à notre échelle et elle a été plutôt impactante puisqu'on s'est rendu compte qu'une personne sur 5 a déjà été droguée en soirée et qu'une personne sur 2 connaît une personne dans son entourage qui a déjà été droguée en soirée. Alors je vous pose une question, est-ce que vous saurez reconnaître lequel de ces verres contient du GHB? La réponse c'est non, puisque c'est incolore, inodore et sans saveur. Donc il n'existe pas de solution actuellement pour prouver et pour réaliser que dans son verre il y a du GHB. C'est pour ça qu'on arrive. C'est donc à ce moment-là qu'équipe détective entre en jeu. Nous, notre but c'est de débloquer les mentalités là-dessus, de dissuader les agresseurs et de faire bouger les mentalités grâce à nos produits qu'on va vous présenter. Alors on a créé 2 produits. Les 2 produits contiennent un réactif chimique qui, quand il est en contact avec ces fameuses drogues du viol, deviennent fluorescents. Donc ces deux produits, ce sont des sticks et des pailles. Les sticks, c'est notre produit d'appel. Il va être distribué gratuitement. Notre but, c'est vraiment la prévention. On veut sensibiliser, donc on va distribuer gratuitement ces sticks tout en faisant des interventions avec l'aide des associations et de l'ordre public dans les établissements scolaires, les festivals, tout ça pour vraiment démocratiser ces solutions. Au niveau des pailles, notre second produit, on a pour objectif dans un premier temps de les distribuer auprès des grandes marques d'alcool. Le but, ce serait pour eux d'avoir un objectif en termes de communication et en termes d'image, pour redorer leur image justement. Ensuite, on aimerait que sur du plus long terme, on vende ça directement aux établissements de la nuit pour que 100% des pailles qui soient proposées en boîte de nuit soient issues de notre production. Donc pour ça, la communication, elle est majeure. Il faut que tout le monde connaisse ces produits et tout le monde soit vraiment impacté par ces produits. Donc pour ça, on va essayer de toucher le maximum de médias possible. On va essayer d'être invité dans des émissions, que ce soit radio, télévision. On va essayer de faire tout sur les réseaux sociaux pour qu'on touche vraiment les étudiants. Enfin bref, on veut une communication vraiment impactante.
Ensuite, à terme, on aimerait également créer un label en partenariat, si possible, avec les pouvoirs publics, au même titre que le label SAM et autres, pour pouvoir apposer justement le label GHB Sécure sur les boîtes de nuit et les établissements de la nuit en général qui proposent ces produits pour garantir d'abord la sécurité, mais également dissuader les potentiels agresseurs. Au niveau finance, pour se financer, alors c'est vrai qu'on avait pensé au crowdfunding pour récupérer, on espère entre 20 000 et 30 000 euros. Ensuite, on avait espéré l'aide de l'État pour tout ce qui est communication, tout ce qui est impact visuel sur nos produits. On espère aussi avoir assez de moyens pour se financer un peu nous-mêmes et puis faire enfin des emprunts pour les premiers lancements de produits. Donc on a fait des estimations pour la première année. Si on espère toucher donc 3% du marché donc des pailles en France, ça ferait 5 millions de pailles vendues par mois, ce qui équivaudrait donc à un bénéfice de 100 000 euros. Et dans tous les cas, quel que soit le bénéfice, il y aura 10% qui seront reversés aux associations concernées par ces problèmes. Ensuite, à plus long terme, vraiment, bon, c'est un peu idyllique, mais on espérait que les pailles traditionnelles disparaissent dans les établissements de la nuit et qu'il y ait que ces pailles pour que le problème soit réglé complètement. Mais on sait que c'est un peu idyllique, donc on espère toucher 50 à 100% du marché. Pour finir, par rapport à l'étude qu'on a réalisée auprès de 225 personnes, sur ces personnes-là, 98% d'entre elles sont prêtes à utiliser nos dispositifs. Voilà, on vous remercie. Vous avez prévu un petit budget R&D? Alors, c'est une solution donc, qui existe déjà. Le réactif a été mis au point. Donc on a contacté des lycéennes américaines qui ont déjà réfléchi à cette idée. Donc on va peut-être faire un partenariat avec elles. Derrière ma question, c'était, je ne doutais pas de votre capacité à trouver le réactif contre le GHB, vous en faites votre cœur de métier. Le problème c'est que demain il y a une mutation dans les produits, que sais-je. Vous aurez, la parade arrivera dans l'année, je pense. Alors notre but, c'est vraiment d'innover chaque année. Avec les bénéfices, notre but, c'est vraiment pas de gagner beaucoup d'argent, nous, c'est vraiment de régler le problème. Donc on souhaiterait, avec l'argent des bénéfices, faire ça en R&D et trouver des solutions à toujours les nouvelles drogues qui sont créées chaque année avec des nouveaux médicaments, etc. Pour continuer sur ce point, donc, est-ce que dans le week-end, vous avez fait de la veille technique pour comprendre que cette solution existait déjà, ou bien c'est un sujet qui vous a touché avant, qui fait que vous êtes venu... en gros, la partie technologique, technique et scientifique du produit, tout le projet est intéressant, mais s'il n'y a pas la techno, on ne parle pour rien. Donc, vous avez trouvé une solution technologique existante. Et pourquoi, à ce stade, elle n'a pas été diffusée avec des solutions du type de ça là? C'est déjà fait avec des verres, mais le problème c'est que la boîte de nuit, ça lui coûterait trop cher de donner des verres jetables, c'est beaucoup de verres en plastique. La paille, c'est un produit qui est déjà jetable. La paille, c'est très rare. Voilà. Il existe aussi le vernis à ongles. Mais le vernis à ongles, déjà, ça concerne que les femmes. Il ne faut pas croire que ça concerne que les femmes. Et puis même, on change le vernis toutes les semaines, c'est pas possible. Alors que la paille, ça règle vraiment tout ce problème, puisque donc du début à la fin de la soirée, on est protégé contre ce problème-là. Le vernis à ongles, ça marche comment? On change le vernis. Alors, est-ce que j'ai une question? Je trouve ça très bien, c'est bravo. Alors là, c'est le comptable qui va reparler, les chiffres sont peut-être pas obligatoirement ceux que j'attendais, mais c'est un bon projet, donc j'ai pas de questions en fait. Si le projet est extrêmement intéressant, comment vous allez faire pour initier les jeunes dans les écoles, dans les lycées, à ces dispositifs-là? Comment vous prévoyez vos interventions? Ils font déjà des interventions dans les lycées, si la police fait également des interventions. Je serais rentré en contact avec ces associations ou la police et dès qu'ils font une intervention de ce type,
qu'ils présentent notre produit et qu'ils expliquent vraiment l'utilité du produit et pourquoi c'est important de l'utiliser et de connaître qui est. C'est pas vous qui faites intervenir directement. On peut le faire nous-mêmes, mais seulement à ça, on n'a pas une couverture géographique assez grande. Forcément, Et on n'a pas la légitimité sans être venu d'arriver et de dire à une école qu'on va représenter, alors que les gendarmes, lui, parlent de la drogue, peuvent très bien faire ça, parce que c'est vrai qu'on parle de la drogue, les gens qui droguent eux-mêmes, mais c'est vrai que droguer à son insu, c'est quand même assez grave, et c'est un problème dont on ne parle pas assez. Et c'est nos langages qui se distribuent lors de ces interventions pour faire les tests et puis démocratiser. Donc, vous allez vendre des pailles ou du produit chimique? Et les pailles, vous les vendez aux boîtes de nuit ou aux marques d'alcool? C'est ça qui n'est pas clair. Aux marques d'alcool. Dans un premier temps, aux marques d'alcool. Et une fois que ce sera démocratisé, à terme, l'objectif, ça serait que les établissements de la nuit achètent directement leur paille auprès de nous, pour que, comme je disais, 100% des pailles proposées en boîte de nuit soient issues de notre production et que du coup, 100% des personnes qui consomment en boîte de nuit soient couvertes sur ce sujet. Alors, moi, je travaille avec une start-up qui fabrique un vernis à ongles spécifique sur mesure. L'idée, c'est vous avez un mariage, vous voulez le vernis à ongles de la couleur de votre propre. Et si je vous mettez en contact avec ces gens-là, vous mettez voilà, un ongle pour votre soirée, c'est votre ongle avec lequel vous partez, c'est votre doigt. C'est mieux que ça passe. En fait, l'avantage de la paille, c'est que tout le monde est couvert. C'est-à-dire que si la personne propose la paille, chaque versaire lié à la paille, et donc du coup, toutes les personnes sont protégées. En plus, c'est un effet de dissuasion pour les personnes qui veulent utiliser le GHB, puisque dès qu'elles vont l'utiliser, elles vont être repérées. En tout cas, le verre dans lequel elles ont versé le GHB va être repéré. Et donc du coup, finalement, il y a déjà moins de risques vu que dès que c'est contaminé, on peut repérer plus facilement. Et en plus de ça, il y a un effet de dissuasion dans les boîtes de nuit. Parce qu'avec le vernis, on peut très bien sentir des effets secondaires, tremper le doigt dans un verre d'alcool, mais il se trouve que c'est le troisième verre et on a été drogué au niveau du deuxième. C'est déjà trop tard en fait. Alors que nous, avec nos pailles, on aurait des pailles dans chacun de nos verres, et en fait, ça serait identifié. Et pourquoi pas le rouge à lèvres? Alors parce que le rouge à lèvres, c'est le produit féminin. Alors moi, j'étais serveur en boîte de nuit, c'était confronté à des cas d'hommes sans savoir été drogués qui sont venus me voir. On s'est retrouvé sans solution pour pouvoir dépister. La personne, je n'ai pas pu la prendre en charge parce que je ne savais pas ce qu'elle avait. Je ne savais pas si c'était parce qu'elle avait mangé avant ou qu'elle avait trop bu. Si j'avais eu ces solutions à disposition, j'aurais pu mettre des actions en place derrière, alerter les pompiers, identifier la cause. Après, c'est vrai qu'avec le maquillage, vernis à ongles, il y a une vraie démarche personnelle à adopter. Et là-dessus, je pense que les jeunes, moi personnellement, quand je sors, je ne vais pas penser à me mettre du vernis sur un ongle ou du rouge à lèvres au cas où je suis droguée. Du coup, le coût de la paille, au moins c'est administré à tout le monde et c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de démarche personnelle à adopter. pour délibérer. Vous restez dans la salle. On vous laisse dans les mains de David qui a une surprise pour vous. Et on revient très rapidement pour les vainqueurs. Donc, moi je représente les anciens. Et on a décidé d'attribuer un prix spécial pour une des équipes. Donc c'est spécial, donc ils n'ont pas le droit de choisir. C'est le projet Pont Neuf. Bravo. C'est vous qui allez faire les questions-réponses. Une fois qu'ils seront passés, je ferai passer le micro et c'est vous qui poserez les questions. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Bonjour, c'est Chua. Donc on est une plateforme payante en ligne de questions-réponses qui met en relation des fans avec des stars des réseaux sociaux.
Donc là, j'ai déjà évoqué deux notions que je vais introduire. Stars, ce qu'on appelle des stars, c'est des stars qui sont connues grâce aux réseaux sociaux. C'est pas des stars qui étaient connues avant et qui se sont inscrites sur les réseaux sociaux. On insiste sur ce point. Donc c'est des gens qui ont, par exemple, sur les réseaux sociaux, entre 500 000 et 2 millions d'abonnés. Ensuite, les fans, c'est des gens qui suivent ces personnes et qui leur vouent une grande admiration. On a identifié le besoin des fans et des stars. Les fans, ce qu'ils veulent, d'après nous, c'est interagir avec leurs stars préférées. Elles souhaitent aussi des réponses personnalisées. Et surtout, j'insiste sur le sentiment de reconnaissance, elles apprécient le fait d'être reconnues par leurs stars préférées. Ensuite, les stars, elles, ce qu'elles cherchent, c'est interagir avec leurs fans, diversifier leurs sources de revenus, fidéliser leur communauté et être admiré, aimé. Ça c'est plutôt un besoin latent, c'est pas vraiment avouable, mais c'est ça. Et pour répondre à ces besoins, on a lancé ce projet Pont Neuf. Pont, ça veut dire qu'on certes pont où les stars et les fans se rencontrent. Et neuf, c'est parce que notre idée est vraiment très originale. Et, en fait, en Chine aujourd'hui, il existe déjà un type de plateforme dont le marché est gigantesque. Vous pouvez voir les chiffres d'affaires pour connaître un peu. Et, en fait, ce sont les applications où les jeunes chinois donnent de l'argent aux stars pour mieux interagir avec eux. Et aussi, de l'autre côté, dans le monde, il existe un autre type de plateforme. Par exemple, le Quora, c'est une plateforme question-réponse pour les particuliers. Et nous, notre projet Pont Neuf, c'est en fait comme une combinaison de ces deux types de plateformes. On a conscience de la différence culturelle entre la Chine et l'Europe et la France. Simplement, on pense que par exemple, il y a beaucoup de créateurs de contenu, comme sur YouTube, c'est beaucoup moins populaire en Chine, YouTube par exemple, et donc on mise sur ça. Donc c'est des créateurs de contenu et c'est ce qui pourrait intéresser les gens, de poser des questions. Alors, les cibles que l'on vise sont principalement les jeunes internautes de 16 ans à 30 ans, qui sont fidèles, actifs, curieux et qui sont inscrits sur plusieurs réseaux sociaux, par exemple Facebook, YouTube, etc. Et aussi, on a fait une étude de marché selon notre sondage. On a estimé qu'il y aura presque 1 million d'inscrits potentiels en France sur le marché européen. Il y aura même 10 millions d'inscrits potentiels, donc pour nous c'est vraiment un marché prometteur. Maintenant, je vais passer à la présentation du processus des dépôts des questions et réponses et du business model. Alors, c'est deux notions qui sont intimement liées, c'est pour ça qu'on les présente en même temps. Alors, en fait, le processus de dépôt des questions, il se fera en 3 temps. D'abord, il y a une période de dépôt des questions, ensuite une période de réponse, et ensuite une période de partage éventuel. Alors, en fait, dans la première période, ce qui se passe, c'est que le fan fixe le montant pour poser sa question, et les 10 questions avec les mises les plus élevées sont sélectionnées et envoyées à la star. Ensuite, la star a 48 heures pour répondre à 1, 2, 3 ou 4 questions. Et les fans qui ont reçu une réponse à leur question, on les appelle les premiers fans. Donc ça, c'est notre notion pour simplifier notre processus que j'introduis. Et ensuite, cette mise, elle est donc partagée avec la star, entre la star et nous. Vous avez le détail de notre commission. Et ensuite, la dernière période, donc ce premier fan peut décider de garder la réponse pour lui ou de la partager. S'il la partage, c'est 1 euro minimum pour connaître la réponse de la star, et pareil, 7 euros, c'est un minimum. 7 euros peut être réparti entre la star, le premier fan et nous. Donc c'est une vente aux enchères, et puis ensuite, le premier fan a intérêt à poser une question pertinente, parce que c'est comme une sorte d'investissement, il peut ensuite gagner de l'argent grâce à ça. Et ensuite le business model, alors on a fait des estimations, on a volontairement sous-évalué les coûts, on a surévalué les coûts, on a sous-évalué le chiffre d'affaires et le nombre d'utilisateurs. Voilà. Niveau donc, de sélection, vous n'avez pas peur que ce soit un petit peu discriminatoire envers des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, et que ça toucherait peut-être un peu plus de recevoir une réponse de la part de ces stars?
Déjà, ça dépend de la notoriété de la star. Par exemple, on n'imagine pas des enchères qui montent à, par exemple, des centaines d'euros tout de suite, mais sinon, ils ont la possibilité de payer 1 euro pour connaître la réponse à la fin. Et juste une deuxième question plus cool, par rapport à la plateforme qui existe, et aux plateformes qui existent déjà en Chine, est-ce que vous l'avez déjà utilisé, juste par curiosité? Vous avez déjà eu des réponses de stars ou pas? En fait, il n'y a pas ce genre de plateforme en Chine. En fait, c'est vraiment une initiative pour nous parce qu'en Chine, c'est plutôt la plateforme en live. C'est la vidéo en direct, c'est les gens qui filment la vidéo et les fans qui donnent l'argent juste via cette plateforme. Du coup, il n'y a pas de réponse et questions, du coup, il n'y a pas d'échange vraiment personnalisé. Du coup, pour nous, c'est vraiment une initiative parce que c'est quand même une réponse vraiment one-to-one, vraiment personnalisée. Merci. J'ai une petite question, là c'est le slide parfait, donc il y a un marché de 1 million d'inscrits potentiels. En fait, j'aimerais savoir la première année, combien vous visez d'inscrits, donc de gens qui vont poser des questions, et surtout comment vous allez parvenir à cet objectif et combien ça va vous coûter pour avoir ce nombre d'inscrits la première année. Alors on a ce tableau qui n'est pas forcément extrêmement simple à lire en fait. Il y a une période de la période 0 à 3 mois, on espère attirer 50 000 utilisateurs. Ensuite du 3e mois au 9e mois, donc sur 6 mois, on espère arriver à 600 000. Ensuite en 3 mois, comme on se lance en Europe, arriver à 3 millions. Et ensuite à 6 millions. Donc le nombre d'utilisateurs est cumulatif, le reste par contre ça l'est pas. 3 millions d'utilisateurs, comment vous faites sur les Vous faites comment pour avoir 3 millions d'utilisateurs en Europe? Les placements de produits dans les vidéos. Et on parle quand même un pourcentage de combien de pourcents de jeunes qui est prêt à payer pour poser des questions. Et on pareil, il y a 100% en total, 100% de l'utilisation en total, c'est prêt à payer. Du coup, on utilise ces petits sondages pour développer notre nombre d'utilisateurs. On a fait une étude de marché pour savoir combien d'utilisateurs on pourrait attirer. Et là, on les a volontairement sous-évalués, mais normalement, c'est des chiffres raisonnables. Et en plus, je pense que... C'est des chiffres qui sont plus forts que Facebook la première année. Oui, mais Facebook, ils étaient... ils ont lancé la culture. On a plusieurs plateformes comme YouTube, Twitter, Instagram. Je me demandais, vous estimez à combien à peu près le prix que paieraient les personnes pour avoir une réponse? Pour une star moyenne, je dirais pas forcément normale, mais une star moyenne, combien serait le prix que les gens mettraient? Dans notre étude de marché, on a demandé combien les gens étaient... Non, En fait, il y a déjà 7% de personnes qui a prêt à payer plus de 10 euros pour avoir une réponse. Du coup, en fait, ça dépend parce que si il y a quelqu'un qui pose 10 euros, il y a quelqu'un qui pose 20 euros, bien sûr, on va choisir quelqu'un qui pose 20 euros. Pour nous, c'est plutôt comme en compétition de prix. Du coup, on choisit toujours les 10 top questions qui ont le plus. Les petites stars, ce sera autour de 2 euros, puis 5 euros, puis 10 euros pour les plus grosses. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont décriés parce qu'ils font des placements de produits. Vous n'avez pas peur que ça leur desserve si en plus répondre à des questions payantes et que les gens le savent au niveau de notoriété? Oui, ce sera très clair. Ce système sera très clair pour les utilisateurs potentiels. C'est quelque chose qui s'installe parce que les gens sont assez honnêtes par rapport à ça, parce qu'ils disent qu'ils veulent en vivre, alors les gens comprennent.
sont au chaud. Ils sont en pleine forme. Bon ben voilà, on arrive à la fin du week-end. Tout a commencé avant-hier à midi. Donc on va très rapidement vous donner donc les 4 vainqueurs, dont un prix spécial du jury sur la justice sociale. On va le faire dans un moment avant d'aller sur cette conclusion fatale. On va passer par quelques remerciements. Donc je vais commencer, puisque j'ai le micro, je vais commencer bien évidemment par vous remercier, vous les étudiants. Bravo. Alors, Antonin, Anne-Marie et moi-même, on pourrait juste vous remercier. On voudrait vraiment aller un petit peu plus loin que des remerciements conventionnels. On voudrait vous dire qu'on a été très impressionnés, qu'on est vraiment très très fiers de vous, et que si l'IAE est une maison qui a quand même une belle renommée, une belle notoriété, une belle image, c'est pratiquement que grâce à vous, à votre qualité, à votre enthousiasme, à votre énergie. Alors, on voulait vous donner un petit goût de ce que vous allez devenir. Donc, pour cette raison, on a invité les anciens, enfin pas que, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a invité les anciens. Et donc, c'était vraiment important pour nous de rapprocher anciens et étudiants. C'est un beau moyen de vous permettre de vous projeter, de rencontrer des gens qui sont passés par là où vous êtes passés il y a plus ou moins longtemps, et puis de vous faire bénéficier de leur expérience. Donc ils ont, à ce qu'on a compris, énormément apporté. On a eu des échos extrêmement favorables de vous, envers les anciens. Donc je voudrais que vous adressiez un énorme merci aux anciens. Parce que vous avez bien compris, l'entrepreneuriat, ça se développe au sein d'un écosystème, d'un réseau d'anciens, d'un écosystème plus large de partenaires. Alors je vais les passer rapidement, ils sont ici, on les avait mis sur nos cubes, je vous rappelle. Donc le Crédit Agricole, Alpes Provence et Innovation, Pépite PACA Ouest, en fait, qui nous a soutenus aussi tout au long du développement de cette première initiative de Waycube, Marseille Innovation, donc avec Christian ici présent, Deloitte Inextenso, et puis aussi Lidl et Haribo, qui vont contribuer à nous soutenir pendant ce week-end. Je vais juste quand même le rajouter parce que au-delà, effectivement, nous on a été très très contents. Ça a été au-delà de nos attentes, au-delà de ce à quoi on s'attendait, et on s'est aussi beaucoup amusé avec vous pendant ce week-end. Pas de stratégie pour les côtés, monsieur. On fait un pique-nique. Demain, on parlera d'argent puisqu'on va faire un cas autour de Mastercard, Visa, avec notamment la matrice BCG SE que j'apprécie.
va remettre le cube de bronze de Détrion. Alors le cube de bronze va être remis à l'équipe Mercat. Deux mots, merci beaucoup. Je veux dire deux mots aussi. Merci à vous de ce dynamisme et de l'image rayonnante que vous donnez de l'institution, mais ça nous donne toute confiance dans la jeunesse qui fréquente notre université. On est vraiment très fiers et très heureux d'avoir des gens comme vous pour participer à ce type de projet. Vous savez que si vous êtes étudiant à l'Université d'Aix-Marseille et que vous voulez continuer dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir le parcours iCube qui va se prolonger, et nous on est partenaires de ce dispositif, et on délivre les statuts d'étudiant entrepreneur en Pôle Pépite, qui peut donner des avantages en termes de transformation de stage par un travail sur son projet, coach pendant 1 an qui vont vous aider à finaliser votre projet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez continuer dans l'entrepreneuriat étudiant, on est là pour vous aider. Aix-Marseille le cube d'argent avec Guillaume. Donc il était important que ce soit moi qui puisse remettre ce prix d'argent. Donc l'équipe, attention on va finir par monter, c'est PE. Effectivement, je n'ai pas été formé par l'IAE, je le regrette, mais je ne suis pas sûr que j'aurais été accepté. Donc bravo. Le groupe de loi d'In Extenso, je pense que vous connaissez, on est un peu dans l'audit, un peu dans la compta, on fait 2-3 bricoles. On est 4500 en France pour le groupe In Extenso. J'anime la région Méditerranée, donc je pense qu'il y a certains profils qui m'intéressent. C'est clair. Maintenant, il reste à ce que j'arrive à vous convaincre pour venir nous rejoindre. Donc bravo pour ce beau projet, et puis il va falloir se coucher un peu ce soir, je crois. Merci. Juste pour la petite histoire, on voulait vous dire qu'on est arrivé là sur le week-end vraiment à reculons, parce qu'on avait probablement à la base pas la bonne idée. On a changé à 18h30, un truc comme ça, vendredi soir. Tout d'un coup, on a eu le déclic, donc on voudrait vraiment dire bravo et remercier toute l'équipe qui a organisé ce week-end, et les experts et les coachs
qui nous ont vraiment aidés, parce qu'aucune de nous à la base avait la fibre entrepreneuriale. Et maintenant on est super motivés, on y croit dans notre sujet. On s'est posé la question, est-ce qu'on veut le mettre vraiment en route? Et il y a moyen. C'était notre pari et je pense qu'il est gagné, effectivement. Alors, pour le cube d'or maintenant, moment très important. Donc c'est Christian Ray de Marseille Innovation qui va appeler l'équipe qui a gagné le cube d'or. L'équipe qui a gagné le cube d'or, c'est Detect It. Merci à tous. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Laura Portebled, parce que c'est l'instigatrice du projet. On a beaucoup bien mal son idée. Je trouve qu'on a beaucoup échangé tout au long de ce week-end. C'était hyper constructif et voilà, j'ai rencontré plein de gens que je ne connaissais pas dans la promo, donc c'est top. Et surtout, merci à l'IAE d'avoir organisé ça parce que sinon je n'aurais jamais eu la démarche personnelle de le faire. Merci à tous également. C'est vrai qu'on a commencé ce week-end. On s'est lancé dans notre projet, on ne savait pas vraiment si ça allait marcher ou pas. Et au fur et à mesure, on arrive à se structurer en discutant, à construire notre projet, de voir qu'on arrive là aujourd'hui. C'est vrai que c'est une fierté, on est très contents. Merci beaucoup. Moi, je suis très fier et très content d'être là. Parce que d'abord, il y a 35 ans, j'étais à votre place. Mais non, j'ai l'air plus vieux, mais non, je l'ai fait en formation pour le SCOP. Donc, je suis très vieux, en fait. Voilà. La deuxième, c'est qu'effectivement, on est partenaires parce que vous le savez ou pas, mais on a une centaine de startups dans les couloirs à Marseille Innovation. Et pas mal d'étudiants d'IE sont venus y faire, grâce à Anne-Marie, depuis des années. Des audits stratégiques, financiers, donc il y a eu des embauches derrière, donc on a un vrai sujet d'adossement. Et le troisième, c'est que comme je suis au conseil d'administration de cette école depuis un ou deux, que je pousse pour qu'on fasse cet incubateur de l'IAE depuis un moment, je pense que maintenant, on a les ingrédients pour que vous puissiez pousser tous les jours ce message. Il faut monter un incubateur startup à l'IAE et vous allez être la première promotion qui va transformer les startups. Donc moi, je suis 3 fois ravi ce soir. Voilà. Le tout dernier prix, celui qui nous tient particulièrement à cœur aussi, parce que c'est le prix de la justice sociale, et parce que on pense tous que c'est celui qui reflète aussi beaucoup ce qu'est l'IAE. Donc pour le prix de la justice sociale, c'est Romain Basset, un de nos anciens aussi, qui va remettre ce prix-là. Oui. Alors le prix de la justice sociale, on l'a attribué à Fair House.
beaucoup en fait, à tout le monde d'avoir participé dans la bonne humeur, c'était super sympa. Aux organisateurs et à l'IAE, et voilà, on est contents. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde. Bon, je suis très, très heureux de remettre ce prix-là en particulier. Bon, il faut savoir qu'on a tiré au sort entre nous. On n'a pas eu d'importance particulière pour remettre les différents prix, mais je pense qu'on partage tous. Voilà, cette fierté, vous avez tous des projets de qualité. Au-delà de ça, voilà, juste un petit témoignage avant d'aller boire un coup, si j'ai bien compris. Voilà, la dernière fois que j'ai mis les pieds dans cet amphi, c'était il y a 10 ans, donc c'est plus récent pour vos collègues qui viennent quitter la scène. Il n'en demeure pas moins que, en y revenant, je trouve énormément d'envie. Vous m'avez surpris, franchement. On m'a dit c'est les premières années de master, je me suis dit ils vont être timides, que dalle. De l'envie, de l'engagement, des idées, de la motivation, des sourires, de la musique à l'entrée, vous avez déjà les principales clés pour réussir dans l'entrepreneuriat, dans les idées. Voilà, donc enfin, c'est magnifique, merci beaucoup à l'IAE de m'avoir convié, de m'avoir permis de participer aussi un petit peu à l'aventure à ma façon. Bravo, bon cursus et à très bientôt j'espère. Bravo bien sûr aux équipes qui ont gagné, mais je crois que bravo à tous. On espère que vous allez tous, vous repartez tous avec aussi plein de nouveaux enseignements, un nouvel état d'esprit. Et puis on vous attend dans la bulle.